Alors, il nous est demandé d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil des communautés du 14 juin 2021. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Pas de remarques, il est accepté. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. L'habitude, on demande à Xavier Marco. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que Xavier Marco assume cette redoutable responsabilité? Pas d'opposition. Je vous félicite, monsieur Marco. Ensuite, on me demande de vous informer d'une mise à jour sur les mises à disposition 2021 qui sont déposées sur les tables. Alors, ensuite, rapport numéro 1. Par courrier en date du 30 juin 2021, Mme Christine Lopez a donné sa démission de sa fonction d'élu communautaire. Il y a donc lieu de prévoir son remplacement au sein du Conseil de communauté de la CCPRO et conformément aux dispositions du Code électoral, Mme Aline Landrin doit être nommée en qualité de conseillère communautaire. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir prendre acte de l'installation en qualité de conseillère communautaire de Mme Aline Landrin. Point numéro 2. Changement définitif du lieu de séance des conseils communautaires à l'espace Daudet à Orange. Le siège de la CCPRO est fixé au 307 avenue de l'Arc de Triomphe à Orange et il ne permet plus l'accueil des 38 élus communautaires. De plus, eu égard aux conditions sanitaires, il est primordial d'assurer l'accueil des conseillers communautaires, des agents et du public dans des conditions sanitaires satisfaisantes. L'espace Alphonse Daudet est situé sur le territoire de la commune d'Orange et il ne contrevient pas au principe de neutralité. Les deux conditions relatives à l'accessibilité et à la sécurité des lieux, ainsi qu'à la nécessité de pouvoir assurer la publicité des séances, sont respectées. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir fixer le lieu de réunion des séances des conseils de communauté à l'espace Alphonse Daudet, situé avenue Antoine Épinay à Orange. Autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la parole sur ce dossier délicat? Pas de demande de prise de parole, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, une abstention, je crois avoir vu. Une abstention et deux. Alors, deux abstentions. Et le reste est pour. Point numéro 3, c'est M. Thierry Vermeil qui va le rapporter. Merci, Président. Bonjour à tous. Il s'agit d'un dossier d'administration qui concerne le syndicat intercommunal de la Via Venezia. Désignation d'un nouveau représentant suite à la démission d'une conseillère communautaire. Il est nécessaire de pourvoir au remplacement de Mme Christine Lopez, déléguée titulaire au sein du syndicat intercommunal de la Via Venezia. Les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc vous avez tous dans vos dossiers reçus la semaine dernière l'appel à candidature. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons une seule candidature, celle de M. Jonathan Argenson. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, est-ce qu'on peut faire cette élection à main levée? Obligatoire. Oui, oui. C'est la démocratie habituelle qui marche complètement à l'envers. Donc les fonctionnaires vous ont remis sur vos tables avant le début de la séance les bulletins et ensuite ils passeront devant vous avec l'urne pour le vote. Monsieur Jonathan Argenson est élu. Mes compliments, Jonathan. Dossier numéro 4, Claude Avril. Oui. Messieurs, dames, donc même principe. Apparemment, il est possible donc de voter à main levée, mais il faut que tout le monde n'y voit pas d'inconvénient. Il s'agit de pourvoir au remplacement de Mme Christine Lopez, déléguée suppléante au sein de l'Office de tourisme, comme suppléant. Le vote a lieu au scrutin secret. Si aucun des candidats n'a pas de majorité absolue après 2 tours, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Toutefois, le Conseil communautaire peut décider à l'unanimité de voter à main levée. Madame Gaspa s'est portée candidate. Messieurs, dames, acceptez-vous que le vote ait lieu à main levée pour un poste de suppléant? Oui ou non? Qui demande le vote à bulletin secret?
C'est bon, ça peut se faire à main levée? Ok. Bon. Le Conseil communautaire décide à l'unanimité de voter à main levée. Les élus ayant une procuration doivent lever la main 2 fois. Je vous demande de lever la main avec les procurations et en laissant un petit peu de temps à ces dames de l'administration pour qu'elles puissent recenser les votes. Voilà. Qui est pour? 2 mains pour ceux qui ont la procuration. Voilà. Le compte est bon. C'est bon? Et ceux qui votent contre ou qui s'abstiennent? Voilà. Les abstentions à prendre Les en compte? abstentions, levez le doigt. Ou contre? Comptez-les. Contre? Abstention? Voilà. Un contre. Comptabiliser les abstentions. Il y en a qui ont levé la main 2 fois. Hein. Il y en a qui ont levé la main 2 fois. Ouais. On recommence. Qui est contre? C'est Personne des n'est abstentions. contre. Qui s'abstient? Voilà. Voilà. N'oubliez pas les procurations. Merci, messieurs, dames. C'est plus ça. Très bien. Voilà, Madame Gaspa est élue avec la majorité absolue des voix qui reste à définir une fois le décompte fait. Merci, messieurs, dames. Point numéro 5, Thierry Vermeil. Bien, nous allons procéder à l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, le CEDER. Ceci au titre de l'animation du service public de la performance énergétique de l'habitat, le SPPEH, pour le programme SAR, Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Le SPPEH, mis en place dans le cadre du programme SAR, prend le relais des services précédemment assurés par les espaces d'information énergie et les plateformes de rénovation énergétique. À la demande du préfet de région, le conseil départemental de Vaucluse s'est positionné comme porteur associé du programme SAR. Dans ce cadre, il pilote le déploiement et la mise en œuvre des actions du programme et en assure l'exécution financière. Le programme SAR est financé par les certificats d'économie d'énergie, CEE, ainsi que par le conseil départemental et les EPCI. Ses objectifs sont les suivants: renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments, assurer un parcours complet d'accompagnement sur tout le territoire national, consolider et ou compléter les dispositifs territoriaux existants, des espaces conseils, espaces info-énergie, plateformes territoriales d'innovation énergétique, etc. CEDER, opérateur la structure de mise en œuvre du SPPEH sur le territoire de la CCPRO. Il s'engage à réaliser dans le cadre de l'animation du SPPEH les actions décrites dans la convention. La CCPRO s'engage à soutenir financièrement le CEDER pour la réalisation de ces actions à hauteur de 11 145 € pour l'année 2021, ainsi qu'à régler la cotisation annuelle forfaitaire d'adhésion de 300 €. 1 745 € du département versés à la structure, donc le CEDER. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Allez-y. Quelques précisions concernant les annexes que je n'ai pas forcément bien assimilées. Vous proposez un tableau Excel nommé Action 2021. On est en septembre 2021 et on ne comprend pas trop ce que ce tableau vient faire. Est-ce que c'est un projet pour l'année 2021? Est-ce que c'est un bilan de l'encours 2021? Donc voilà, j'aimerais avoir quelques précisions. Ensuite, une critique concernant la méthode. On est tous d'accord ici que nous devons assurer la pertinence de la dépense publique et on engage quand même environ 30 000 € de dépenses publiques au total. L'ennui, c'est que vous évoquez un vœu pieux qui est de renforcer la dynamique énergétique des bâtiments auquel on peut tous souscrire, mais il manque un objectif clair. Et je suis allé voir ce que faisait la région Bretagne, par exemple. L'engagement est X milliers de ménages qui reçoivent une information de premier niveau. X milliers sont accompagnés
pour leurs travaux en 2022. X milliers d'entreprises sont conseillées pour rénover leurs locaux en 2022. Donc, un objectif, c'est spécifique, c'est mesurable et c'est limité dans le temps. Le problème, c'est que notre convention ne spécifie rien et donc nous ne pouvons pas contrôler a posteriori la pertinence de notre dépense. Et donc, je vous demande de revoir cette délibération et de nous apporter des objectifs plus précis que ce que vous n'avez fait. Merci. Est-ce que les services ont quelque chose à dire là-dessus? Oui. Donc, le décalage par rapport aux dates que vous avancez, M. Laroyenne, nous avons eu des réunions avec le département et il y a eu des décalages par rapport au Covid aussi. Ça a calé un petit peu les réunions qui étaient prévues avec le département. Ensuite, tout s'est décalé. Ensuite, concernant les objectifs, ils sont fixés tels qu'ils sont là. C'est le département qui nous a envoyé donc leurs estimations, en tout cas sur les années précédentes. Nous aurons des comptes rendus tous les 2 mois sur ce qui est sur ce qui aura été répondu, en tout cas sur les appels qui auront été reçus, et nous pourrons suivre l'évolution de ce dossier. Ça répond. D'autres questions? Pas d'autres questions? Tu veux dire quelque chose encore, Thierry? Pour l'instant, c'est bon. Si M. Laroyenne n'a pas autre chose. Bon. Oui. 2022, il y a une continuité de ce programme. Et en fait, tous les 2 mois, on aura, nous, un retour des dossiers qui auront été traités. C'est bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, Thierry Vermet. Donc, dossier numéro 6, donc, il s'agit de l'attribution de subventions à CDC Habitat Social, production de logements locatifs sociaux. Il s'agit du programme Bourbonnais à Orange. Le programme Bourbonnais se situe sur le terrain de l'ancienne Aldi, pour vous le situer géographiquement. Donc, pour répondre à l'action numéro 8, soutenir l'offre locative. Orientation numéro 3, produire une offre diversifiée et adaptée aux besoins du programme d'action du PLH 2020-2025. Le règlement d'attribution des subventions pour la production de logements locatifs sociaux a été approuvé par délibération le 8 avril 2021. Le bailleur CDC Habitat a sollicité la CCPRO afin d'obtenir une subvention pour la production de logements sociaux sur la commune d'Orange. Cette opération comprend 23 logements locatifs sociaux et fait partie d'un programme immobilier de 75 logements, permis de construire du promoteur Primo Sud, obtenu en décembre 2020. Les logements sociaux de cette opération se déclinent selon les typologies suivantes: 7T2, 11T3, 3T4, 2T5. 15 de ces logements seront financés à l'aide du prêt locatif à usage social, le PLU, et 8 par le prêt locatif aidé d'intégration, le PLAI. L'investissement prévisionnel du bailleur se monte à près de 3 270 874 €, dont 25% de fonds propres. La Commission Habitat et Aménagement de l'Espace propose d'attribuer une subvention d'un montant de 28 000 € qui se décompose ainsi. Subvention de base, 24 150 €, soit 1 050 € par logement. Bien entendu qu'on parle des 23 logements sociaux. Ces 1 050 € correspondent aux 3/4 de la subvention de base prévue dans le règlement, compte tenu du non-respect strict du critère performance énergétique. Majoration de la subvention, 3 850 € pour les 23 logements, soit 150 € par logement pour le respect du critère localisation en commune SRU, et 200 € par logement pour les 2 logements pour public spécifique, convention avec Anditois. Il faut savoir que nous aurons donc une priorité sur 2 logements, par le fait qu'on attribue une subvention, et du fait de la garantie d'emprunt, nous aurons 5 logements supplémentaires qui nous seront réservés. C'est trop. En contrepartie, le montant total de la subvention, si tous les critères avaient été respectés par le promoteur, mais il aurait été de 55 200 €. Voilà. C'est beau. Et j'en ai terminé. Allez-y. Oui, donc je voulais poser la question de la localisation de ces logements sociaux, donc j'ai la réponse. Pourquoi pas, personnellement, j'avais pensé que le terrain de l'ancien Aldi aurait été idéal pour accueillir un centre de santé, puisqu'on manque cruellement de médecins sur le nord de la ville.
Et je constate qu'y compris même les majorités départementales de droite nouvellement élues posent la question de salariés des médecins compte tenu de la pénurie à laquelle nous sommes confrontés. Mais pour revenir sur le dossier numéro 6, si j'ai bien compris, parce que je pensais au départ que c'était la construction d'une petite unité de 23 logements sociaux, c'est en fait une résidence qui se construit avec 75 logements sociaux plus 23, ou 23 parmi les 75 ? 75 au total, dont 23 logements sociaux. Très bien, d'accord. Alors, donc, ce qui suppose certainement que ce soit une résidence à étage, parce que quand même le lieu ne permet pas d'accueillir. Donc voilà, la question que je voulais poser, il est mentionné qu'il y a des subventions qui sont accordées. On ne vous entend pas très bien, Madame Aloï. Changez le micro, s'il vous plaît, parce que le vôtre, il grésille. Ben, le vôtre, il n'était pas terrible aussi tout à l'heure. Donc, vous mentionnez 2 logements pour public spécifique. Je veux simplement savoir ce que vous entendez par public spécifique. Sinon, je voterai ce dossier. Mobilité réduite. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Tu réponds, Thierry? Mais je pense avoir répondu, non? Tu as répondu? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 7, Thierry Vermeil. Alors, dossier numéro 7, c'est la présentation du rapport d'activité 2020 de l'Agence d'urbanisme Avignon, l'ORAV. Alors, ce rapport d'activité, vous l'avez reçu par le WeTransfer qui vous a été communiqué la semaine dernière. C'est un dossier de 80 pages, donc on ne va pas le revoir page par page. Je pense que vous avez eu le temps de le consulter, ou tout au moins vous pourrez le consulter à loisir dans les jours à venir. Il faut savoir que la CCPRO est adhérente à l'ORAV dans le cadre de conventions triennales. Le rapport d'activité 2020 de l'ORAV s'inscrit dans le cadre de la convention triennale 2019-2021. Il vous présente l'ORAV au service des territoires, le réseau des agences d'urbanisme. Je vais changer de micro moi aussi, je crois. Il faut demander au maire de l'échanger, au président de l'intercommunalité de l'échanger, je pense. Non, mais ils sont tous. Vous m'entendez là? Oui. Y a-t-il des questions? Pas de questions, Si, on passe. si. Oui. Excusez-moi, le rapport d'activité 2020 de l'Agence d'urbanisme Rhône-Avignon, c'est-à-dire l'ORAV, est particulièrement intéressant. Je constate que notre intercommunalité l'a sollicité dans le cadre de la revitalisation de nos cœurs de ville et j'espère que leur expertise nous sera profitable. Je constate également que l'ORAV rappelle la nécessité d'intégrer dans les politiques d'urbanisme la sobriété foncière, ce qui devrait nous faire réfléchir sur le projet de l'écoquartier Sainte-Trope dans une zone naturelle de biodiversité qu'il faudrait non pas urbaniser mais classer en ZNIF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, afin de protéger définitivement ce site. À ce propos, comptez-vous donner une suite à ma proposition de mettre dans les mains de tous les élus et sur le site internet de la ville l'étude que la CCPRO a commandée à Naturalia sur l'expertise de la faune et de la flore en 2019, car cette étude est de nature à modifier la finalité que vous souhaitez donner à ce lieu exceptionnel. L'ORAV intervient également pour développer la politique de l'arbre. Elle a accompagné la ville d'Avignon dans l'élaboration d'une charte de l'arbre, ce qui ne peut que contribuer à ce que l'arbre ne soit plus considéré comme du mobilier urbain, mais comme un être vivant. La CCPRO pourrait les solliciter, car il semble que la ville d'Orange ne tienne pas compte de leurs préconisations dans l'élaboration du PLU, et alors que vous envisagez d'abattre plusieurs centaines d'arbres dans les 3 projets de restructuration de voirie en cours. J'aurai l'occasion de revenir sur ces 3 projets, mais une question sur celui qui est le plus médiatisé grâce à Patrick Savignan et moi-même. Pouvons-nous avoir accès aux documents qui mentionnent que l'État oblige d'aménager tous les réseaux, dont ceux d'assainissement, sous le trottoir et la piste cyclable en projet, alors que le Code de l'environnement encourage les collectivités à intégrer les arbres en alignement existants dans les projets urbains au lieu de les détruire? Alors globalement, je vous répondrai que l'ORAV, nous travaillons beaucoup avec eux. Ils nous apportent de bons conseils. Leurs analyses sont pertinentes et elles sont prises en considération.
Maintenant, concernant l'écopole d'Orange, je pense que c'est plus au maire d'Orange de vous répondre qu'à moi. Bon, l'étude, on la mettra sur le site, elle aurait déjà dû y être, donc on la mettra sans aucun problème. Je suis toujours un peu agacé par le fait que l'opposition manque totalement de cohérence. D'un côté, d'abord, je coupe la parole à personne. Personne dans la majorité veut prendre la parole là-dessus. Oui, tu veux? Vas-y. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, un premier point, on est quand même hors sujet par rapport au dossier proposé. C'est toujours un peu embêtant parce que ça force nos collègues des autres communes à vivre un conseil municipal orangeois pour lesquels ils n'ont peut-être pas forcément que ça à faire. Bon, ça c'est le premier point. Dans d'autres institutions, on s'aurait demandé un rappel au règlement avec tout ce qui va. On aurait pu ne pas vous répondre. Moi, je vais le faire très brièvement. D'une part, j'ai appris votre opposition à l'extension de Saint-Louis. Ça me semble être assez fou. Mais bon, ça vous regarde, parce qu'on sait l'appétence des élus de gauche à mettre les enfants dans le privé en plus. Donc il y a une forme d'hypocrisie, mais bon, ça c'est encore une autre anecdote. Le reste, le maire vient de vous répondre et vous répondra plus précisément. Et puis c'est un projet privé. Donc il y a une étude qui est en cours, il y a les Orangeois sont amenés à donner leur avis et il faut qu'ils le fassent. Donc là, je ne vois pas quel est votre problème. Et l'énième chose qui est assez pénible sur votre critique de l'arbre, enfin, votre façon de voir l'aménagement urbain, c'est que vous avez passé des années, et pour le coup à juste titre, mais ça prend le temps que ça prend, à ce que les pistes cyclables se fassent. On l'a passé au département vendredi dernier, on a passé la jonction, enfin, parce que c'est le département qui en a la maîtrise d'œuvre, de la jonction entre la Via Rona et la Via Venezia, qui passera notamment par ce point-là. Ce n'est pas tous les arbres. Ce qui est dommage, c'est toujours excessif vos propos, donc c'est toujours ridicule. Ce ne sont pas tous les arbres qui vont être détruits, et ce sont une partie, parce qu'on en a besoin pour l'emprise au sol, pour faire ces fameuses pistes cyclables et pour assurer la sécurisation, la réduction de la voirie, etc. Tout ça sera présenté en son temps. Mais j'ajoute le fait que je pense que peut-être vous devez connaître des gens qui habitent dans cet endroit-là. Le platane, c'est la plaie. Il faut bien le savoir, c'est la plaie pour tout le monde. Ce sont des feuilles qui sont imputrescibles. C'est un arbre qui est excessivement allergène. C'est un arbre qui, en plus, historiquement, n'est pas provençal. Alors qu'on voit bien que, quand même, on a replanté, c'est M. Langlais qui en parlerait bien mieux que moi, on a replanté nombre d'arbres sur la commune d'Orange. Et il n'y a qu'à voir ce à quoi ressemble l'avenue de l'Arc de Triomphe, qui est quand même largement arborée, pour voir qu'on ne fait pas la chasse à l'arbre. Il faudrait être stupide pour faire la chasse à l'arbre. Donc c'est dommage de faire de la politique politicienne en plus vous tirer des balles dans le pied. C'est quand même très très dommage. Moi c'est tout ce que j'avais à dire là pour le moment. Si, je pourrais faire une dernière remarque quand même. Dans une intercommunalité proche de la nôtre et pour laquelle vous avez été très contente qu'il accède à la victoire, le maire de Bolène vient de passer, mais sans que la presse n'en fasse état et sans que l'opposition, vos collègues communistes de Bolène n'en fassent état, vient de supprimer 7 palmiers, avenue Jean Giono, comme ça, sans aucun problème, sans aucun écho de la presse, sans aucun relais, sans aucune défense. Donc je suis toujours un peu aussi attristé par cette asymétrie politique et médiatique. Vous n'avez pas la parole. Alors, je vais répondre un petit peu moi aussi, pour dire que je suis toujours ébahi par notre opposition qui manque totalement de cohérence. Par exemple, vous passez votre temps à nous reprocher que la ville est une ville pauvre. Ce qui est vrai, c'est une ville pauvre. Mais vous oubliez toujours de dire pourquoi. La ville d'Orange est une ville pauvre parce que cette ville est soumise aux ukases de l'État de faire 25 voire 30% de logements sociaux et que les logements sociaux attirent des gens dont la qualification est rare et où quelquefois d'ailleurs la redistribution sociale est suffisante pour vivre et donc n'incite pas à travailler. Il n'y a qu'à voir à Orange que nous avons des vignerons et régulièrement ces vignerons au moment des vendanges ne trouvent personne pour aller ramasser le raisin qui a bien besoin pourtant qu'on le ramasse, surtout quand le temps est pluvieux comme actuellement. Donc il y a toujours cette incohérence qui nous gêne. De la même manière, on nous reproche qu'il n'y a pas assez d'emplois. C'est vrai, il n'y a pas assez d'emplois. C'est dans toute la France qu'il manque d'emplois. Donc il manque de l'emploi, mais quand on fait quelque chose pour créer de l'emploi, c'est la critique, c'est l'insulte, on est voué aux gémonies, tout ça est baroque, vous êtes des baroques.
pas pour les pistes cyclables qui sont toujours acclamées quand elles se font hors d'Orange et toujours honnies quand elles se font sur Orange. Alors, moi, je crois que l'opposition, souvent, défendu l'intérêt commun. Quand la majorité me présentait un dossier cohérent, je le soutenais. Quand elle me présentait un dossier incohérent, comme le Palais des Princes, je le combattais. Hein. C'est ça une attitude intelligente. Et c'est très agréable, ce serait très agréable d'avoir une opposition intelligente parce qu'on pourrait travailler avec elle, alors que là, manifestement, on ne peut pas. Bon, on passe au vote. Qui est contre? C'est un rapport. Donc, le rapport est adopté. Et nous passons au dossier numéro 8 que va présenter Nicolas. Bonjour à tous. Le point 8 concerne la décision modificative. Le point 8 concerne la décision modificative numéro 2 de notre budget général. Je vais prendre le tien, je crois, ce sera plus simple vu que j'en enchaîne. Est-ce que vous m'entendez? Pas mieux. C'est bon. Bien. Le dossier 8 concerne la décision modificative numéro 2 de notre budget général que nous avons passé en septembre et qui s'équilibre en fonctionnement à 1 €. Ça va être long. Au niveau 7 de fonctionnement, en chapitre 70, 554 000 par la commune. Vous savez que les communes ont de stationnement, mais par contre, au niveau du surstationnement, du post-stationnement, les recettes doivent être passées à l'EPCI, la loi a changé, et donc nous avons une recette de 200 000 € qui concerne une régularisation des 3 dernières années. Nous avons ensuite des recettes complémentaires de 119 000 €, 72 000 € et 62 000 € qui concernent des mises à disposition, des remboursements. Nous n'avions pas prévu suffisamment au niveau du budget primitif 2021, au niveau des agents qui ont été mis à disposition des budgets annexes. De même, la commune d'Orange, effectivement, verse 72 000 € des agents qui ont été mis à disposition par la CC Pro à la commune d'Orange. Au niveau du poste 73, nous enregistrons une dotation Covid de 136 000 €. Donc c'est une subvention qui nous a été versée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire auquel nous avons dû faire face. Au niveau du chapitre 74, une recette de 68 000 € qui correspond aux intérêts d'emprunt du siège de la CC Pro et qui est refacturée aux communes de Sorgues et de Bédarrides. On est en train de purger les derniers éléments relatifs au divorce. De même, au niveau des produits financiers, 742 000 € qui correspond à un remboursement de la part de la CCSC sur les emprunts que nous avons jusqu'à présent en commun. Et enfin, un produit exceptionnel, poste 77, 469 000 € qui sont des remboursements de frais de Sorgues et de Bédarrides sur la maintenance du siège et des remboursements de fluides que nous avons dû honorer tout le temps de la séparation. Face à ces recettes, on a inscrit des dépenses complémentaires. Au niveau du 012, donc, nous avons 423 000 € en dépenses complémentaires. La CC Pro doit rembourser effectivement à la ville d'Orange des mises à disposition supplémentaires. Au niveau du poste 65, nous avions peu prévu, donc nous avons rajouté 15 000 €. Au niveau du poste 67, autres services extérieurs, nous avons 2 153 000 € qui se décomposent comme suit. 1 900 000 € qui correspond au versement de la trésorerie que nous devons à Sorgues et Bédarrides et 250 000 € que vous verrez dans les points suivants que nous versons au budget annexe de la Grange Blanche en prévision de le clôturer. Et enfin, au niveau des reversements sur impôts et taxes, 157 000 € puisque nous avons des dégrèvements sur diverses taxes qui sont à la baisse et que nous enregistrons donc en dépenses. Au niveau de l'investissement, une section en recettes et en dépenses qui s'équilibre à moins 1 503 000 €. Au niveau des recettes, on enregistre 328 000 € dans le chapitre 13 qui correspond au remboursement en capital de l'emprunt du siège par Bédarrides et Sorgues. Vous savez que les intérêts sont en fonctionnement et le capital est en investissement.
Au niveau du chapitre 16, 150 000 €, on provisionne une enveloppe supplémentaire dans l'emprunt, bien que vraisemblablement nous n'en ayons pas recours d'ici la fin de l'exercice. Et au niveau du chapitre 27, nous avons 400 000 € en recettes. Vous allez le voir dans les points suivants. Nous avançons de la trésorerie au budget mobilité et nous avons donc le reversement du budget mobilité, quand il le pourra, au budget général. Et enfin, nous avons à nouveau, au niveau des recettes, des versements de la CCSC, toujours concernant le divorce. Au niveau des dépenses, 100 000 € qui effectivement l'avance que nous allons faire au budget mobilité, et moins 1 900 000 € qui concerne l'imputation du remboursement qu'on avait prévu de faire à la CCSC et qu'on fait finalement en fonctionnement. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 9, toujours Nicolas Pagé. Le dossier 9 concerne la compétence mobilité. Vous savez que de récupérer cette compétence mobilité à la CCPRO. Lors de notre précédent conseil communautaire, nous avions voté un taux à 0,55%. À la sortie des décrets et après relecture, il a été montré que nous pouvions maintenir un taux à 0,50%, conforme au taux qui s'est appliqué jusqu'à présent à Orange. Et donc nous proposons de revenir à ce taux de 0,50%. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Le point 10 concerne la prise en charge des restes à réaliser de la ville d'Orange dans le budget annexe mobilité par l'EPCI. Puisque vous le savez, la ville d'Orange a clôturé son budget transport il y a peu de temps. La loi impose que le budget annexe reprenne les restes à réaliser. Et donc on acte le principe de récupérer les restes à réaliser. Et vous le verrez ensuite dans une décision modificative, Orange en verse la recette en face. Oui, allez-y. Et là, il marche? Oui. Donc, avec le dossier 10 et le dossier 14, le ton sur la gestion des transports en commun par la ville d'Orange, avec un excédent budgétaire de 247 500 €, qui, j'espère, sera utilisé utilement par la CPRO. Je rappelle que de 1995 à 2014, le détournement de la taxe transport de son usage être intégré au budget général de la ville pour faire des ronds-points et des trottoirs. Il a fallu que le préfet de Vaucluse vous contraigne, monsieur le maire et monsieur le président, un budget annexe pour que une politique de transport digne de ce nom soit amorcée. Donc, parce que rappelez-vous, à l'époque, nous étions finalement le réseau de transport en commun le plus minable du territoire national. Donc maintenant, je me félicite qu'enfin des investissements soient réalisés et il serait qu'à l'échelle de l'intercommunalité, on puisse avoir un débat sur les nouvelles orientations en matière de transport en commun à l'échelle du territoire. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que je suis tout seul? Il n'y a pas de détournement. Le budget transport a toujours été géré en fonction de la loi. Et là encore, nous sommes dans le cadre de la loi. Hein, et vous êtes mal placé pour nous casser les pieds. Vous mentez. Parce que, pour une raison simple, c'est que nous, on n'a pas fait de piscine sans autorisation sur un terrain municipal. Hein, donc, calmons les basses. Hein. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 11. Le dossier 11 concerne donc une décision modificative du budget annexe mobilité. Donc, on impute effectivement les 247 500 € en dépenses concernant les restes à réaliser
que nous prenons en charge pour la ville d'Orange, suite à la clôture de son budget transport. Et en recette, on enregistre 247 500 € au niveau des recettes que Orange nous versera. Et on intègre enfin 400 000 € en recettes, puisque nous n'avons pas encore de retour sur les recettes exactes que nous permettront cette taxe mobilité. Et donc, pour permettre au budget de fonctionner, le budget général, je vous l'ai dit tout à l'heure en décision modificative 2, verse une avance de trésorerie à ce budget. Et donc, nous l'inscrivons également en dépenses pour prévoir le remboursement ensuite. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, semble-t-il, à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 12. Nicolas Paget, toujours. Le point numéro 12 concerne une décision modificative sur le budget annexe de la Grange Blanche, vous le savez, qui est en phase de clôture. Nous l'avons passé en décision modificative 2 du budget général. Le budget général verse 250 000 € donc en recette de ce budget annexe, de manière à finaliser toutes les différentes opérations pour préparer la clôture. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 13, Nicolas. Le point 13 concerne la création d'un budget annexe gestion des déchets. La gestion des déchets ménagers, comprenant les ordures ménagères et les déchetteries, prend une place prépondérante et de plus en plus coûteuse au sein de notre intercommunalité. Afin d'avoir une vision au plus juste sur un service très évolutif, il apparaît nécessaire de créer un budget annexe qui lui sera totalement dédié. Ce budget annexe entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? La création de ce budget annexe pour la gestion des déchets, car bien entendu, les communes autres qu'Orange n'étaient pas dans la même situation, mais au niveau d'Orange, nous avions un retard considérable dans la gestion du traitement des déchets. Retard qui a eu des conséquences, d'ailleurs, aujourd'hui sur la taxe, sur l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur le maire, mais en fait, à un moment donné, vous prétendiez avoir le taux de taxe d'ordures ménagères le plus bas du département, sauf qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de budget annexe, vous aviez des dépenses qui relevaient du traitement des ordures ménagères qui étaient intégrées au budget général. Et donc, en fait, vous faisiez une petite manipulation comptable qui permettait après de faire croire que vous étiez le meilleur gestionnaire en matière de taxes des ordures ménagères. Donc, de ce point de vue, je me félicite que ce budget puisse enfin voir le jour. Il permettra d'avoir beaucoup plus de transparence dans la façon dont sera géré le service. Quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Vas-y. C'est grâce à l'intercommunalité, ça, c'est un acquis. Tu veux pas prendre la parole? Je vais le faire. Je vois que les vacances ne vous ont pas beaucoup reposé, Madame Allouy, parce que vous revenez toujours aussi agressif, c'est un peu dommage. Je pense que vous allez chercher des choses qui n'existent pas, en fait. C'est très simple. Pourquoi ça coûtait très peu à Orange? Je vous ai laissé parler, vous allez avoir l'élémentaire, peut-être je vais laisser vous répondre. Pourquoi ça coûtait très peu à Orange? C'est parce que il y avait le site d'enfouissement de Delta Déchets contre lequel nous nous sommes opposés, vous aussi après, mais contre lequel nous nous sommes opposés, qui faisait que comme nous étions la poubelle de la région et même des régions limitrophes, les taux étaient préférentiels pour la ville d'Orange. Donc nous nous sommes tous battus ici, je crois, majorité et opposition comprise, pour la fermeture de cet enfouissement qui faisait que notre fiscalité et nos dépenses étaient très restreintes. Mais on a les conséquences de ce qu'on a voulu et de ce que je pense qu'il fallait que nous fassions, mais sans avoir d'exutoire. Donc en fait, c'est très simple. On est passé d'un endroit où on dépotait très concrètement à Orange à un endroit où on fait incinérer à Venène. Donc les coûts induits sont bien plus grands. Donc les transports sont bien plus grands. Le ramassage se fait de nuit, donc c'est des horaires de nuit à payer aux agents, etc. L'usure des véhicules, l'essence, les trajets, tout ça fait qu'il y a une augmentation de la dépense. C'est bête comme chou, même vous pouvez le comprendre. Voilà, donc il n'y a pas de manipulation. Oui, j'ajouterais que je trouve intolérable. J'ajouterais que je trouve intolérable, quand on est un responsable CGT, de traiter les services de menteurs, voire de faussaires. C'est scandaleux. Je n'ai jamais
jamais demandé à un service quelconque de trafiquer les chiffres. Jamais. Et les chiffres que nous avons, qui établissaient la gestion des déchets du temps où on pouvait travailler localement, étaient vrais. Et aujourd'hui encore, si on faisait les comptes précisément, la gestion des déchets sur Orange coûterait bien moins cher que la gestion des déchets sur les 4 autres communes, pour une raison simple, c'est que la concentration urbaine est la plus forte sur Orange et qu'elle coûte moins cher que la dispersion sur le territoire communal. Donc arrêtez de rêver, on n'est pas comme vous, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas comme vous, hein, on n'est pas comme vous, hein, on n'est pas comme vous et on ne demande pas, d'ailleurs, moi, je me demande, les services sont... Monsieur le secrétaire général, quel est le service qui s'occupe de l'ordure ménagère qui pourrait dire si un jour on a trafiqué les chiffres? Parce que c'est tout à fait insupportable. Le trésorier public, il les valide en compte de gestion. Oui, bien sûr. Monsieur le maire, en plus, on a une annexe spécifique à l'époque qui était sur le compte administratif et qui... Voilà. Mais non, mais il n'y a rien qui marche. Hein. Ah, vas-y. Mauvaise qualité, les micros, ils ont dû être fabriqués à l'étranger. Rien ne vaut le micro. Voilà. Donc moi, je voulais un peu répondre aussi à Mme Louis, parce que je me sentais un peu piqué, puisque effectivement, de 2008 à 2014, j'ai eu cette charge. Effectivement, et de gestion. Et je peux affirmer ici qu'il n'y a jamais eu, comme vous l'annoncez tout le temps, c'est mensonger ce que vous dites dans vos propos, il n'y a jamais eu de magouille quand on a pompé dans le budget général pour combler le budget annexe. C'est quoi cette affaire? Ça n'a jamais existé. Par contre, non, mais ça c'est... Vous êtes une menteuse, non, une il faut ignorante. arrêter. Ça, c'est quand même mal de dire ça devant tout le monde. C'est une aberration même. Hein. Bon, tant mieux, on a l'habitude, on vous connaît. Hein. Mais bon, quelque part... c'est dommageable, quoi, dans ce comportement mensonger. Le chef de... Quand tu auras fini... J'ai pas fini, non, j'ai pas fini. Alors, pourquoi le coup Monsieur Yann Bompard l'a bien exposé. Effectivement, la lutte qu'on a menée pendant 10 ans pour fermer le centre d'enfouissement de Delta Déchets, il fallait le faire, parce que, d'une part, les Orangeois ne le supportaient plus, hein, et toutes les associations, effectivement, à caractère environnemental, ont fait leur job, et les élus aussi. Rassurez-vous que vous pouvez vérifier les enregistrements qui ont eu lieu à l'époque, quand il y avait les commissions de suivi de site. Je ne mâchais pas mes mots au niveau vérité. Et donc, il fallait que ça ferme. Ça a fermé. On savait très bien qu'on allait payer une ardoise dans les 2 années qui allaient suivre et qu'on paierait effectivement une taxe d'ordure ménagère beaucoup plus chère, parce que ce n'était plus du tout les mêmes conditions. Hein, c'est vrai que pendant le temps où on allait à Delta Déchets, je peux vous le dire, on gagnait facilement 400 000 euros par an, hein, par rapport à 2007, où nous allions encore livrer à Veden. De 2007 à 2008, on a gagné en une année 400 000 euros secs, rien que pour Orange. Et l'année suivante, donc en 2009, on l'a mis en place, la société Delta Déchets nous rétribuait précisément 400 000 euros aussi pour l'usage que faisaient toutes les bennes venant de France et du Gard, enfin d'un peu partout, si on peut dire, du Gard, hein, parce que le Gard, il ne faut pas l'oublier, là-haut sur le site d'enfouissement, représentait 30% des 150 000 tonnes annuelles qui rentraient sur le site. Faut le dire, hein, j'ai participé pendant plus de 10 ans aux commissions de site, donc les volumes, je les connais par cœur. Et je savais d'où ils venaient, même de Nice, pour certains. Donc, arrêtez de dire qu'on magouillait les chiffres, c'est totalement faux. D'ailleurs, ça n'aurait pas été moi qui aurais supporté ça avec mon sens de l'équité. C'est impossible. Voilà. J'ajouterai que le service financier se sent totalement insulté et va vous dire... Je peux prendre ça? Oui, alors juste pour préciser 2 petites choses. Donc cette compétence à l'époque ne faisait pas l'objet d'un budget annexe, elle était suivie dans le budget principal de la ville d'Orange. Et quand c'est comme ça, le compte administratif impose, c'est pas nous qui choisissons, c'est la maquette qui sort comme ça, où il y a une annexe qui retrace très précisément les dépenses et les recettes de la compétence ordure ménagère, en fonctionnement, en investissement, en recettes, en dépenses, par chapitre et par nature. Donc effectivement, certaines années, on avait parfois un peu plus, et certaines années, on avait parfois un peu moins. Pourquoi? Parce que quand vous prévoyez
admettons 3 millions d'euros sur vos ordures ménagères, vous n'êtes pas sûr de réaliser 3 millions, 00. Des fois, vous réalisez 3 millions 2, l'année suivante 2 millions 7, mais sur la continuité de l'exercice, sur toutes ces années où on était sur le budget principal, on n'a jamais engendré de bénéfices substantiels là-dessus. De plus, je vous rappelle... Elle nous reproche de faire des pertes. Oui, même des pertes. D'avoir abondé avec le budget général ce service-là. Non. Ensuite, je vous rappelle 2 autres choses, et je ne vais pas passer toute la soirée à parler de ça, mais on est contrôlé à la fois par la trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur la réalité de la dépense ou de la recette, et qui nous retoque quand ça ne va pas, ça nous arrive. Et on a surtout un contrôle de légalité qui est hyper vigilant et hyper pointu de la préfecture. Et je peux vous dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas sur une délibération, sur un compte administratif, quelque chose, on a notre petite lettre d'observation et on remet les choses comme il faut qu'elles soient remises. Et là, il n'y a jamais eu, moi, de retour de la préfecture me disant qu'il y avait un problème sur les ordures ménagères. Voilà. Bon, ceci étant dit, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Comment? Une prise de parole, allez-y. On parle là, merci. On parle là de nos sentiments divers et variés qui quelquefois s'opposent. Moi, ce que j'aimerais, Monsieur le Président, c'est que très rapidement, on explique à l'ensemble de nos administrés les causes de cette augmentation. Alors, un budget annexe, effectivement, ça permettra d'y voir certainement plus clair pour nos administrés. Mais je souhaiterais vivement qu'on explique ce que tu viens d'expliquer parce que c'est indispensable. C'est un sujet hautement politique qui fait que certains d'entre nous sont pris à partie. Et je trouve ça absolument anormal, dans la mesure où, effectivement, ça fait jamais plaisir d'augmenter un impôt. Je pense qu'on est unanime pour le coup, mais c'était indispensable. Je pense qu'il y a vraiment une communication qui doit être entreprise dans ce sens, à l'intention de nos administrés, une sensibilisation aussi pour trier mieux. Et ce que je souhaiterais aussi, on en avait parlé avec Christophe en commission, c'est qu'il y ait un état des lieux en termes de tonnage, pour que ça parle davantage à nos administrés, pour qu'ensemble, on essaie de faire baisser la note. Voilà, c'est ici mon souhait. Pour le passé, le dérapage qu'il y a eu tient à 2 faits. Le premier, c'est qu'au lieu d'enfouir ce qui ne coûtait pas cher, on n'a plus enfoui parce que le centre d'enfouissement d'Orange, on l'a fait fermer, et on l'a fait fermer non seulement parce qu'il empuait, mais aussi également parce qu'il recevait les poubelles de la moitié de la France, alors qu'il ne pénalisait que les Orangeois. Donc la première source très importante d'augmentation. Deuxième, les déplacements. Quand au lieu d'amener sur Orange, on amène sur Vedène, il est bien évident que le temps perdu et le gasoil utilisé enchérissent. Troisième élément qui a contribué à polluer financièrement ce dossier, c'est que l'État double les taxes qu'il met sur le traitement des ordures ménagères. Et donc, qui c'est qui paye? C'est l'utilisateur. Donc, on va avoir une nouvelle croissance très importante dans les mois à venir et qui nous scandalise, mais dont nous ne sommes que les mains. Parce que le cerveau, c'est le gouvernement qui est à Paris. Alors, pour lutter contre cela, nous lançons un centre de traitement des ordures ménagères qui nous permettra d'échapper à une partie des taxes. Au lieu d'avoir le taux de taxe maximum, on aura un niveau de taxe, nous l'espérons, le plus minimal possible. Et c'est surtout pour ça qu'on fait ce centre de traitement, pour pouvoir diminuer les volumes totalement taxés, parce qu'il restera des reliquats qui, eux, seront taxés plein pot.
Mais selon le niveau que nous pourrons atteindre dans notre usine de traitement, ce reliquat sera plus ou moins important et nous allons essayer de le faire le plus bas possible. Voilà, à grands traits. Et j'ajoute un point, c'est que nous sommes le seul dans la région, la seule communauté de communes dans la région à s'être orienté vers cet axe-là, sachant que les autres collectivités semblent augmenter leurs tarifs en toute sérénité pour des raisons qui nous échappent, parce que pour moi, je trouve que c'est tout à fait scandaleux. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 14, Nicolas Paget. Le dossier 14 concerne le transfert de l'actif du budget de transport de la ville d'Orange à la CC Pro. Comme vous le savez, le budget de transport a pris fin le 30 juin 2021 à Orange. Le budget mobilité est ouvert depuis le 1er juillet 2021. Maintenant qu'il est ouvert, il convient donc de transférer l'actif du budget de la ville d'Orange Transport afin de l'intégrer dans le budget mobilité. Pas de questions? Oui, allez-y. Je suppose que ces travaux d'assainissement vont s'intégrer dans le cadre de la restructuration de la rue du Limousin. Oui, c'est ça. Ces travaux vont s'accompagner de l'abattage de 40 cyprès, d'après nos informations. On n'est pas sur le... Ah oui, parce que j'étais déjà intervenu sur celui-là. J'avais dit j'interviens sur le 10 et le 14 en même temps. C'est bon. Pas de questions? Eh oui, ricane. Allez, oh là. Mais vous n'êtes pas au cinéma, là. Ah ben, dites-le à Un votre peu de adjointe. tenue. Dites-le à votre adjointe Bon, qu'elle se calme. tu as présenté le dossier numéro 14? On passe au 15. Il n'est pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 15, Xavier Marco. Donc voilà, nous voici à la rue du Caderousse maintenant, numéro 15. Travaux de reprise de la canalisation, diamètre 200, intramuros, en vue de réduire les eaux claires parasites permanentes. Donc c'est une action 7 fixée dans le schéma directeur sur cette commune de Caderousse, concernant le schéma directeur d'assainissement, qui date de 2019. Donc la ville de Caderousse a réalisé son schéma directeur, qui a donc découlé sur un programme pluriannuel de travaux hiérarchisés en niveau de priorité en termes de réduction d'entrée d'eau claire parasite permanente et qui vont donc en entrée de station. Les travaux donc de remplacement du collecteur intramuros ont été identifiés comme permettant la réduction de 346 mètres cubes jour d'eau claire parasite, donc qui pénétrait dans ces réseaux, ce qui représente 48% des eaux claires estimées sur le système de collecte. Le montant des travaux est estimé à 260 000 € hors taxe, subventionnable à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau. Voilà, donc il s'agit d'une demande de subvention, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 16. Le dossier de ville d'Orange. Le dossier numéro 16 concerne les subventions versées par la CC Pro dans le cadre du contrat de ville d'Orange. Annuellement, le service de la politique de la ville établit un appel à projet dont le but est de programmer les actions du contrat de ville déclinées autour des 3 piliers d'intervention. Ce dernier est réalisé à la lumière d'une évaluation sur l'année N-1. Par suite, divers porteurs de projets y répondent, proposant des interventions sur les 2 quartiers prioritaires de la ville d'Orange. Partenaire du contrat de ville, la CC Pro intervient sur son champ de compétences qui s'établit sur le volet économique et aménagement du territoire. Aussi, il est proposé de soutenir les actions suivantes intervenant sur le pilier développement économique et emploi pour les quartiers prioritaires, avec comme acteur Initiative Terre de Vaucluse 2 actions, Cité Lab pour un montant de 6 500 € et Espace de travail partagé à Lègue pour un montant de 5 000 €. Des questions? Allez-y.
passe au vote. Contre, qui s'abstient, c'est adopté. Dossier numéro 17. Xavier Marco. Donc, le numéro 17. Il s'agit donc renouvellement de canalisation d'eau potable, donc de l'opération du Rue du Limousin. Vous avez vu qu'il y a 2 délibérations qui vont se suivre. Il s'agit là aussi également d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau. Donc le montant des travaux prévus est de 130 150 € hors taxe pour le volet de l'eau potable, subventionnel également à 50% par l'Agence de l'eau. Donc il s'agit donc d'attribuer cette demande, d'autoriser cette demande de subvention, Président. Allez-y. Et deuxièmement, peut-être que je fais une erreur, mais vous allez me rectifier, puisque vous aimez bien, j'ai pas à me rectifier. Il me semble que ces travaux ont déjà été réalisés il y a quelques années. Donc en fait, est-ce que cette demande de subvention, elle intervient a posteriori parce qu'il y a eu, je ne sais pas, en fait. Est-ce que ces travaux sont pas réalisés ou est-ce qu'ils ont déjà été réalisés? Non. Il y a 3 ans, on avait fait des travaux, effectivement, pour un problème de poste de relevage à l'entrée de la rue. Vous le savez bien, à hauteur du stade. Mais c'est tout. Quelle obsession vous avez de vouloir traiter nos fonctionnaires d'imbéciles? Non. Mais est-ce que j'ai traité les fonctionnaires d'imbéciles? Même séance. Je pose une question. Heureusement qu'ils défendent. Oh là là, ils font leur travail comme il faut. Alors là, n'engageons pas le débat. Pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 18, Xavier Marco. Donc toujours pour la réduction donc, des eaux claires parasites de la rue du Limousin, effectivement. Donc on demande également à l'Agence de l'eau 50% d'une somme de 83 650 €. Hein. Donc je peux en rajouter. Alors les travaux ont bien, effectivement, il y a 3 ans, il y avait un problème de poste de relevage qui était en dysfonctionnement, qui a été effectivement amélioré, mais ça ne c'est pas du tout c'est l'ensemble de la rue là qu'on reprend entièrement. Hein. Voilà. Même vote, je vous remercie. Dossier numéro 19, Xavier Marco. Oui. Donc après, là, il s'agit, donc ça ne se vote pas, ce sont simplement la prise de connaissance concernant les rapports annuels, ce qu'on appelle les RPQS, rapports sur la qualité de service pour l'assainissement non collectif de la commune d'Orange. Voilà, donc normalement vous avez dû en prendre note à l'intérieur des fiches annexes qui vous ont été adressées. Donc je répondrai aux questions après éventuelles. Donc c'est valable aussi après pour le dossier 20 qui concerne l'assainissement collectif. 19, donc c'est le non collectif, donc ça concerne Orange. Le collectif, c'est pour les Orange et les autres communes, Courthézan-Jonquière, sachant que je rappelle que Châteauneuf est complètement géré pour l'assainissement et l'eau potable par le SMRV, Rhône-Ventoux, pour laquelle j'irai jeudi soir à l'Assemblée Générale qui a lieu à la Phare. Voilà. Je vous propose d'intervenir sur les 5 dossiers qui se ressemblent beaucoup. Allez-y. J'ai pas terminé. Après, il y a le 21, pareil, c'est donc pour la partie eau potable. Voilà, donc, je suis prêt à répondre pour les 19, 20, 21, Monsieur le Président. En fait, dans le contrat qui avait été fait pour la gestion de l'eau potable, j'avais fait remarquer à l'époque, lors du vote au conseil municipal, que les rendements du réseau d'eau potable les objectifs de rendement du réseau d'eau potable étaient très insuffisants. Ils étaient de 70% en 2015 et vous fixiez l'objectif qui soit de 80,4% en 2025, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des communes qui ont des rendements de 85%. Donc je constate que pour ce bilan, nous avons obtenu un rendement de 77,9%, donc je trouve que c'est un résultat positif. Je pense que les travaux dans l'avenue de l'Argent-Sol, ils sont sûrement pour quelque chose. D'autres travaux sont en cours, donc il est à souhaiter que ça puisse faire bouger ces chiffres, car plus le rendement est élevé, donc à consommation constante, moins les pertes par fuite sont importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués et donc c'est extrêmement positif. Voilà.
Donc ensuite, j'ai une question à poser. Où en est-on de l'étude qui permettrait de mettre à plat les contrats de concession des 5 communes pour travailler à une éventuelle harmonisation et envisager le retour, ou en tout cas étudier le retour d'une possible gestion de l'eau en régie publique? L'eau est un bien commun essentiel à la vie qui devrait échapper à toute logique de profit. On sait que la France se distingue par le fait qu'elle est la patrie des leaders mondiaux de la gestion privée de l'eau. Mais aujourd'hui, l'expérience et un mouvement que l'on pourrait considérer sanitaire ont contribué à la prise de conscience que le secteur public est le mieux placé pour fournir un service de qualité et promouvoir le droit humain à l'eau. Le phénomène de remunicipalisation s'amplifie dans un grand nombre de collectivités, y compris gérées par la droite, ce qui me fait dire qu'effectivement c'est un mouvement d'ampleur et ça serait bien qu'on puisse s'emparer de ce débat à l'échelle de notre intercommunalité. Je peux répondre, Président? Bien sûr, Xavier. Y a-t-il d'autres questions? Comme ça, tu répondras à tout. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, dans l'ordre, pour effectivement le taux de rendement du réseau. Alors, effectivement, donc, chaque année, on a les tableaux en fin des 20 pages à digérer qui donnent statistiquement tous les taux de rendement par ville de notre intercommunalité. Bon, j'aurai celui de Châteauneuf jeudi soir. Par contre, concernant les autres, effectivement, Orange, on est à 77,9%, ce qui est vrai, c'est un gros progrès depuis qu'on a fait le schéma directeur de l'eau, rappelez-vous, en 2016. Donc, ça fait en 5 ans, on a effectivement fait un bond. Et c'est très bien, et on continue comme ça, l'objectif étant d'arriver à 80%. Il y a effectivement, alors, Courthézon, bon, c'est des réseaux beaucoup plus petits aussi, il faut comparer ce qui est comparable aussi, hein. Et puis l'ancienneté des réseaux, enfin, etc. Donc effectivement, Courthézon est en tête du hit-parade, avec 81,8% de taux de rendement, donc c'est où il y a le moins de fuite, si on peut dire. Ensuite, qui est géré par Suez aussi, hein, c'est le même fermier que le nôtre, à Orange, qui vient de renouveler d'ailleurs, pour que les élus en soient informés, sa nouvelle concession, voilà. Ensuite, pour Jonquière, c'est donc Veolia qui gère, et qui gère également bien, puisqu'ils sont à 80,5% de taux de rendement. Et après, donc effectivement, à Caderousse, nous avions des soucis depuis des années, tout le monde le sait, et pour laquelle on va y mettre fin, puisque je vous propose dans la délibération suivante un avenant à notre concession orangeoise pour Suez, sachant que historiquement, on alimente Caderousse depuis le forage de Russan, depuis 1981. Voilà. Et ce contrat arrive à terme au 23 mars 2022. Donc on a donc à vous proposer, après je vais le faire dans le dossier numéro 22, l'avenant donc numéro 5 concernant la délégation de services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Voilà. Alors pour les prix, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, les prix bruts tels qu'ils sont pour une facture type, c'est la facture type INSEE, 120 mètres cubes, à Orange, eau potable plus assainissement, donc les deux rajoutés, on est sur une eau potable à 1,52 euros le mètre cube et un assainissement à 1,41, soit un total de 2,94 euros le mètre cube d'eau consommée. À Courthézon, on est à 1,99 pour l'eau potable, plus 1,81 euros pour l'assainissement, on est à 3,80. Donc là, il y a 70 centimes en gros de plus. Veolia, donc c'est pour Jonquière, nous sommes à 1,53 pour l'eau et à 2,25 pour l'assainissement, soit un résultat de 3,78. Mais j'ai les tableaux des années précédentes. Donc on suit, grosso modo, entre l'année dernière, enfin 2019-2020, grosso modo, il n'y a eu que 1 centime d'augmentation, pas plus pour nos administrés, en se basant toujours sur les 120 mètres cubes de la statistique INSEE. Après, pour Caderousse, nous sommes, alors là c'est exorbitant, mais c'est malheureusement tristement comme ça, mais vous allez voir, on va ranger l'affaire. 2,58 euros pour l'eau potable et 2,02 pour l'assainissement. Donc on arrivait à un total de 4,60 euros par mètre cube consommé. Vous imaginez ? Voilà. Voilà en gros les statistiques données à l'intérieur de ces RPQS et qui permettent à moi chaque année de suivre l'évolution. Voilà. Donc l'objectif maintenant, Président, ça ne se vote pas, ces 3 délibérations. Par contre, les 2 prochaines doivent se voter, s'agissant de la délégation. Je
voudrais ajouter un petit mot, moi. Oui, c'est... C'est bien de donner des leçons, mais vous devriez aller les donner au RAO, parce que la Chambre régionale des comptes vient d'établir sur ce réseau-là des attendus considérables, et on ne vous a pas entendu. On vous a pas entendu. Pourtant, là, il y a de quoi manger. Hein. Par ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, donc il n'est pas inutile que je le répète, ici, nous ne sommes pas des idéologues. Nous sommes des pragmatiques. Donc nous ne sommes pas du tout hostiles à la municipalisation puisque nous avons municipalisé certains services. Mais dans le cas de l'eau, il y a un problème. C'est un travail très spécialisé qui demande des compétences pointues et si l'on prend des ingénieurs comme c'est nécessaire, il faut pouvoir les rentabiliser par le volume de dossiers traités. Et nous ne sommes pas sûrs que nous soyons dans ce cas-là. Mais si on l'était, je l'ai déjà dit pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à municipaliser ou à intercommunaliser pour peu que les résultats soient améliorés et les prix diminués. On passe au vote. Non, tu veux finir? C'est simplement prendre connaissance. Maintenant, effectivement, là, il y a un vote pour le dossier numéro 22. Donc l'avenant a pour objet d'intégrer la commune de Cadrousse au périmètre contractuel et d'ajuster les engagements pour prendre en compte les spécificités des nouveaux services et en particulier les montants alloués au renouvellement de réseau et les objectifs de rendement de réseau. Donc ça, c'est pour l'eau potable. Hein. Mettre en conformité le régime juridique du parc des compteurs et avec la jurisprudence qui est accolée et prendre acte qu'il appartient au périmètre nouvellement concédé. Donner quitus sur les engagements de remplacement des compteurs au 31/12/2020 et de redéfinir un programme de renouvellement pour une période de 2021 à 26, excusez-moi, 26. Alors c'est vrai qu'on est un peu en décalé, mais il y a le Covid qui a fait prendre un peu de retard au niveau de Suez, il faut l'avouer. Modifier la formule de révision des tarifs en remplaçant les indices supprimés ou raccordés par l'INSEE, qui sont obsolètes. Modifier les horaires d'ouverture de l'accueil clientèle sur la commune d'Orange. Alors je tiens à préciser qu'effectivement, il y a eu, suite au Covid, des modifications d'horaires et qu'on est toujours un peu, vous le savez bien, en crise sanitaire, on n'est malheureusement pas encore au bout du tunnel, et qu'en particulier, le matin, donc, l'agence est ouverte, rue Lacour, de 9h à midi, et l'après-midi, c'est uniquement sur rendez-vous. Voilà. Ensuite, supprimer l'article 50.2 sur les stipulations relatives à l'ajustement automatique des redevances en fonction de la répartition des volumes par tranche. On a fait la même chose, vous verrez après, pour l'assainissement. Ça clarifie et ça simplifie les comptages. Redéfinir le compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel pour la période donc 2021-2026 en ajustant les nouvelles recettes et charges du service et intégrant les évolutions du périmètre au présent avenant. Cet avenant génère donc une baisse d'environ moins 1,3% du montant euro hors taxe des redevances perçues par le délégataire, donc Suez, au titre des consommations pour une facture type, toujours 120 mètres cubes par an. Donc il faut donc, Président, voter cet avenant numéro 5. Alors nous votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 23. C'est pour l'assainissement. Donc là, il faut qu'on intègre, avec les travaux qui viennent de se faire, notamment dans le secteur de l'Argent-Sol, intégrer au périmètre délégué les nouveaux postes de relèvement, donc ce qu'on appelle le PR, poste de l'Argent-Sol, de Kéradel, de Rodolphe Adémar et de l'école de la Démarde. Intégrer donc la commune de Cadrousse maintenant au périmètre à fermer et ajuster les engagements contractuels pour prendre en compte les spécificités des nouveaux services et en particulier les montants alloués au renouvellement des réseaux, les objectifs de curage annuel du réseau et des inspections télévisées. Préciser et renforcer les modalités d'exécution du suivi du renouvellement des équipements électromécaniques. Modifier, pareil, le montant des taxes, charges, ce qu'on appelle les charges impôts et taxes, du compte d'exploitation prévisionnel. Modifier la formule de révision, je l'ai parlé pour l'eau, c'est la même chose, qui était donc obsolète. Supprimer l'article 52.2, j'en ai parlé aussi également pour l'eau, qui fait partie donc à modifier dans cet avenant. Redéfinir le compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel pour la période 2020. Alors celle-là, je réponds à la question de Mme Alouis. En 2024,
on pourra s'aligner, puisque ça sera la fin des contrats, si on peut dire, pour la partie assainissement, mais pas pour l'eau. L'eau, on a encore jusqu'en 2026, notamment pour la ville d'Orange, parce que la concession actuelle est valable jusqu'en 2026, donc on pourra la réaligner à ce moment-là. Donc on arrivera majoritairement, donc on peut dire en 2026, à ce que tout le monde marche au même pas. Voilà, et avec le même système de gestion financière. Donc cet avenant génère une augmentation d'environ plus 1,1% sur le montant en euros des redevances perçues par le délégataire au titre des consommations assujetties, toujours pareil pour la facture type 120 m3. Donc, Monsieur le Président, il faut donc également voter cet avenant numéro 5 pour l'assainissement. Des questions? Pas de questions. Spot qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 24, recours au contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprenti. L'apprenti s'oblige en retour en vue de sa formation à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. L'apprentissage permet à des personnes de 29 ans évolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation d'alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Donc, on vous propose de pouvoir passer des contrats d'apprentissage. Oui, allez-y. A priori, je suis favorable à ce dossier tout en m'interrogeant si les collectivités, en formant des apprentis, vont pouvoir, à l'issue de ces contrats d'apprentissage, pouvoir embaucher ces jeunes, ou si l'investissement des collectivités va servir ensuite aux entreprises privées. En même temps, je souligne que l'État, dernièrement, a accordé, dans le cadre des aides liées à la crise sanitaire, avait accordé des fonds aux entreprises qui avaient des apprentis. Et je souligne quand même que c'est grâce aux députés de gauche que cette mesure a permis d'élargir ces aides financières aux collectivités territoriales. Donc, je pense que vous pourriez faire des dossiers pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Alors, je crois que les avantages sont réservés aux entreprises et non pas aux collectivités. Mais non. Renseignez-vous. Il est bien évident que si lisez la Gazette des on peut communes. Profiter des aides, nous en serons ravis. Je me tourne vers les services. Lisez la Gazette des communes. Je peux parler, oui. Donc, si on peut en bénéficier, on le fera. Je dois dire pour ma part que je n'étais pas très favorable à cela parce que nos services, normalement, nos fonctionnaires sont occupés. Et s'occuper des étudiants, c'est du travail, et c'est du travail qui ne peut être forcément que pris sur le travail dû à la collectivité. Donc, je n'étais pas très emballé, mais on le fait à l'essai, on verra ce qu'il en résulte. Et on m'avait dit que les collectivités y avaient droit. Si elles y ont droit, ben, ce serait très bien. Ce serait une raison de plus pour accepter de faire cette formation qui n'est pas prévue, en fait, dans les impôts que payent les Orangeois et les gens des communes, parce qu'ils font un travail qui est le travail de l'État. Or, dans les collectivités locales, on n'est pas là pour faire le travail de l'État, on est là pour faire le travail des collectivités. Donc, je suppose qu'il y a l'unanimité. Tout le monde est d'accord? Je vous en remercie. Dossier numéro 25, modification du tableau des effectifs. Afin de tenir compte des mouvements de personnel et d'organisation des services de la communauté des communes du Pays d'Orange, il convient de procéder à la modification du tableau des effectifs comme suit. Création d'emplois suite à une nomination d'agent titulaire conformément aux lignes directrices de gestion pour les avancements de grade et la promotion interne, année 2021. Conformément aux lignes directrices de gestion, j'ai accepté de proposer la promotion interne pour l'année 2020-2021 un agent. La nomination de cet agent après avis du CDG
nécessite la création au tableau des effectifs d'un poste d'agent de maîtrise. Il conviendra de modifier le tableau des effectifs en ce sens. C'est ce que nous vous proposons. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 26, Claude Avril. Oui, messieurs, dames, dans le cadre du projet de création d'un parking sur la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui est inscrit sous l'emplacement réservé numéro 1 au PLU, il est nécessaire d'acquérir une bande de terrain en nature de vigne et d'une surface de 7 820 m² environ à détacher de la parcelle cadastrée, section I 1010, 6 lieux-dits Les Bosquets, d'une contenance globale de 12 782 m² appartenant à M. Daniel Roche. Ainsi, après négociation, un accord amiable est intervenu. Le propriétaire aux conditions suivantes, prix fixé à 49,50 € du mètre carré, en valeur libre de toute occupation, conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale, auquel s'ajoute une indemnité pour perte d'exploitation d'un montant de 47 140,20 €, incluant le dédommagement pour renonciation du cédant à la récolte de l'année culturelle en cours. Ce parking sera d'une grande nécessité pour Châteauneuf, au-dessus des arènes, avec désengorgera une partie du village et permettra un meilleur accès aux touristes au château. Prise en charge des frais de géomètre et de notaire par la CCPRO, il convient que le conseil communautaire se prononce sur cette acquisition. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 27, Christophe Régnier-Duval. Mesdames, Messieurs, bonjour. Apparemment, Pas duré. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc le point numéro 27, dans le cadre du projet de création du centre de traitement, de valorisation et d'optimisation de la gestion des déchets ménagers sur la commune d'Orange, inscrit sur l'emplacement réservé numéro 72 du PLU en vigueur, il est nécessaire d'acquérir les parcelles cadastrées, section P435, 439, 776, 1129, 1131, 1132 et 1133, d'une contenance globale de 17 151 m² appartenant au consort de Vigne. Après négociation, un accord amiable est intervenu avec les propriétaires aux conditions suivantes. Le prix fixé à 428 775 € en valeur libre de toute occupation, conformément à l'avis du pôle évaluation domaniale. Prise en charge des frais de notaire par la CCPRO, et il convient que le conseil communautaire se prononce pour cette acquisition. Y a-t-il des questions? Oui, allez-y. J'ai envoyé une demande par mail à Monsieur le maire et à Monsieur le président de la CCPRO pour consulter le dossier de ce projet et via le mail à Monsieur Raffet, et je n'ai pas eu de réponse. Donc je voulais savoir
quand est-ce que ce serait possible de consulter ce dossier? Xavier, tu as fait ça? Tu n'as pas rendu le dossier? C'est toi qui as fait ça? C'est une réponse suite à un courrier de mai dernier où en fait les dossiers ont été soit mis sur le site internet, soit transmis par mail, qui n'ont pas consulté. Transmis en mai par internet. J'ai demandé en août des dates, j'ai proposé des dates auxquelles je pourrais venir les consulter vous l'avez en mairie. Depuis mai. Et on ne m'a pas répondu. Mais si vous l'avez depuis mai, il ne vous répondra non, pas. En août, j'ai répondu. Si vous ne lisez pas ce qu'il vous envoie, pourquoi vous voulez lui répondre? En mai, j'ai bien reçu cette réponse. Ça m'étonnait qu'on le cache. J'ai renvoyé un mail en proposant des dates pour venir consulter. Je n'ai pas eu de retour. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, tout à l'heure, vous avez argumenté en évoquant ce centre de traitement et de valorisation des déchets, le fait que vous n'étiez pas du tout responsable de la situation dans laquelle qui vous avait conduit à augmenter la taxe des ordures ménagères. Moi, je m'écris un petit peu en faux parce que la première fois que le Citoro a été mis en demeure de fermer ou de faire les aménagements, les investissements qui étaient nécessaires pour se mettre en conformité avec les normes environnementales, ça remonte à 1996. Donc ensuite, l'exploitation du centre d'enfouissement Delta Déchets a eu une durée d'exploitation qui était connue de tous, de 1998 à 2018. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous avez eu 24 ans pour réfléchir à l'alternative au centre d'enfouissement, à l'alternative au Citoro, à l'alternative à ce qui se fait sur Vedène. Ensuite, également aussi, vous n'êtes pas le seul à travailler sur un projet de centre de traitement et de valorisation des déchets. Le Sidombra et d'autres communes du sud Vaucluse travaillent à la réalisation d'un centre de traitement qui verrait peut-être le jour autour de Cavaillon ou au nord des Bouches-du-Rhône. Pour en revenir au projet qui nous concerne, j'avais eu l'occasion de dire que je m'étais, le 8 avril dernier, j'avais voté favorablement le principe de recourir à un marché global de performance en vue de la réalisation de ce centre de traitement, alors que j'étais accusée par d'autres opposants, écologistes ou ici présents, d'opter soi-disant pour la construction d'un incinérateur. Alors, il faut être cohérent avec soi-même. On ne peut pas souhaiter la fermeture de Delta Déchets et ne pas travailler à une alternative au Sidombra de Vedène. D'ailleurs, Décidons Orange solidaire et écologique a été la seule liste d'opposition à porter l'idée d'un centre de traitement de tri et de valorisation des déchets. Le retard est considérable et ma position est de rattraper ce retard en étant favorable à la construction de ce centre de traitement et de valorisation des déchets qui rendra l'intercommunalité autonome et permettra de faire baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. J'ai dit que je prenais le risque de me tromper. Je prends ce risque car ce qui compte, c'est l'intérêt des Orangeoises et des Orangeois. Toutefois, j'ai une proposition à faire. Le projet porté par la CCPRO, et dont Carole Normani vient de nous dire qu'elle aimerait bien en connaître le contenu, je peux me rallier à sa position, a été présenté comme prenant modèle sur le centre de traitement et de valorisation des déchets de la communauté de l'agglomération du Puy-en-Velay. Mes recherches m'avaient permis de vérifier que ce centre s'inscrivait dans l'agenda 21 de la ville du Puy, c'est-à-dire dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire. Le procédé, semble-t-il, permet que 90% des déchets ménagers soient recyclés, alors que jusqu'à présent, ils étaient incinérés ou enfouis dans leur totalité. Mais de nombreux citoyens, et y compris d'opposants, ne sont pas convaincus que ce futur centre ne provoquera pas des nuisances dans le quartier où vous prévoyez de l'installer. C'est vrai qu'on manque totalement de transparence dans le montage des dossiers d'une manière générale. Aussi, la proposition que je formule est que la CCPRO organise une délégation composée d'élus de la majorité et de l'opposition au Puy-en-Velay pour visiter le centre de traitement que vous semblez prendre comme modèle afin que nous puissions avoir notre propre jugement. Dernière proposition qui est de nature à faire baisser le tonnage que vous amenez à l'incinération à Vedène, en attendant que le centre de traitement voit le jour.
La loi prévoit que tous les particuliers disposent d'une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025. Or, la mise en place du tri sélectif sur le territoire de la CCPRO n'a pas pris en compte cet objectif, alors que ce serait un moyen immédiat de faire baisser de 30% le tonnage de déchets incinérés à Vedène. Aussi, je propose que soit inscrit l'achat de composteurs collectifs, de composteurs individuels qui seraient mis à la disposition des Orangeois. Merci pour votre attention. C'est fini? Bon, quelqu'un veut prendre la parole? Yann? Oui, très rapidement, mais il y a une partie, Madame Alouise, sur l'historique que je ne connais pas, mais je crois que le Citoro, c'était un syndicat intercommunal et pour laquelle Orange n'est pas resté longtemps, et je crois que ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Donc c'est difficile de mettre la responsabilité d'Orange sur un syndicat qui était intercommunal et pour lequel Orange est arrivé assez tardivement, de mémoire, hein. Sous toute réserve. Je pense que peut-être le président aura plus de réponses que moi. La seconde question, encore une fois, vous attaquez de manière un peu agressive et injuste sur le fait que Orange n'a pas prévu de son centre d'enfouissement des déchets. 2 points. Le premier, c'est que manifestement, on n'est pas les seuls. C'est pareil dans toute la France. Et la raison est assez simple. Ça, c'est le deuxième point. C'est que dans l'absolu, si on y réfléchit, si on pensait un peu philosophiquement, la gestion des déchets, c'est un enjeu national. Donc il aurait été bon de la part de l'État, qui est bon pour mettre les taxes sur le dos des collectivités, qu'il réfléchisse à mettre des sorties et des exutoires justement pour éviter ou pour déconseiller le plus possible l'incinération. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a pris l'exemple du Puy-en-Velay jadis? C'est parce que c'était la seule qui était un peu arrivée à se faire en France. Pourquoi? Parce que les gros trusts, que je ne citerai pas, font en sorte que ce soit, en tout cas en France, parce que nos collègues, nos voisins allemands ou espagnols sont bien plus en pointe que nous, font en sorte que ce soit ou l'enfouissement ou l'incinération qui soit promu. Donc du coup, comment voulez-vous que si des gros groupes pour lesquels l'État ne fait rien et n'essaye pas en tout cas de leur donner des axes de revalorisation ne se plient pas à ça, comment voulez-vous que les communes ou les intercos à minima n'y réfléchissent pas une fois qu'elles sont devant le fait accompli? Et c'est vrai pour tous les territoires de France. On a un vrai problème et on a un tel problème qu'il dépasse la seule incompétence, si vous voulez, puisque vous la cherchez depuis le début de la séance, l'incompétence de la gestion municipale. Ça le dépasse largement. Il faut être un peu de bonne foi. Juste 5 minutes, je vous en supplie. Soyez de bonne foi 5 minutes et vous verrez par rapport à la situation de la France que ce que vous demandez, ce que vous dites est un peu de mauvaise foi. Vous avez eu l'impression que j'étais agressif? Allons! Le café du commerce, c'est ailleurs. Alors, c'est pas vrai. Alors, l'écopole, notre écopole, ça correspond totalement à votre définition de l'écopole. Il n'y a que des entreprises touchant à l'écologie, à ce qu'on appelle l'écologie, ce qui est quelquefois justement la lutte contre la pollution. Et l'écoquartier, il correspond tout à fait, et du moins c'est sa vocation de correspondre tout à fait à la définition d'écoquartier. D'incinération, si l'on fait cette usine, c'est pour limiter l'éventuelle incinération, mais elle n'est pas prévue au départ, des restes qui ne sont pas triables et dont la combustion sert à faire de l'électricité. C'est-à-dire qu'on reste dans le traitement écologique et ça nous permet, quand on le fera, d'éviter le petit volant qui est obligé d'aller à l'incinération à Vedène parce que les tris le classent en revue. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est simple pourtant. C'est écrit dans tous les bouquins d'environnement. Bon, donc nous faisons ce qu'il faut et nous essayons toujours de faire ce qu'il faut. Le Citoro ressort, il y a de quoi se taper quelque chose par terre. Le Citoro, c'était sur l'emplacement de l'écopole, une usine d'incinération qui était totalement dépassée et qui polluait d'une manière grandissime tout l'environnement. Donc, il y avait une nécessité absolue, et ce n'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est mon prédécesseur, à arrêter ce Citoro. Ça a été fait. Il devait être remplacé par un autre centre d'incinération dans le coin de Carpentras. Expliquez-moi pourquoi on devait enlever quelque chose d'Orange pour le mettre à Carpentras. Mais en fait, ce n'était pas ça le problème, c'est que ce que l'on nous proposait,
c'est que les coûts de fonctionnement de ce site euro étaient le double des frais de fonctionnement du site d'Ombra qui existait déjà. Donc pourquoi aller bâtir un site euro qui coûtait 2 fois plus cher que le site d'Ombra qui pouvait nous accepter, comme il nous accepte pour partie aujourd'hui. C'était ubuesque, mais rassurez-vous, comme c'était ubuesque, tout le monde était d'accord. Tous pourris, tous unis. Et je m'enorgueillis, à moi tout seul, d'avoir fait capoter ce projet parce qu'il était ruineux pour les Orangeois et pour les autres. Mais les autres, à la limite, mais qu'est-ce qu'elle parle encore? Les autres, à la limite, je m'en moque, c'était pas moi qui en avait la responsabilité, mais là, on a échappé à une pompe afrique colossale. Donc, j'en suis très fier. Alors ensuite, on vous a donné les dossiers. Est-ce qu'on peut les lui renvoyer? Parce que comme elle ne trouve pas ses papiers... Alors, le secrétaire général, ce coup-ci, s'engage à vous envoyer le dossier. Mais sur votre téléphone, il faut le regarder. Bon, alors, donc, vous aurez les dossiers, vous pourrez vous amuser. Donc, ce que nous voulons faire, c'est un tri total qui permette d'aiguiller vers la récupération tout ce qui est récupérable. Ensuite, il reste une minorité de rebuts. Ces rebuts sont encore triables en déchets inertes et en déchets combustibles. Et les déchets combustibles, soit partiront Sidombra, soit ils seront traités sur place pour fabriquer de l'électricité. Et à ce moment-là, ça nous permet d'éviter toutes les taxes. Parce que ce qui ruine, en plus du traitement, du coût du traitement qui est important, ce qui ruine, c'est les taxes. Parce que l'État qui ne fait pas son travail, comme c'était rappelé tout à l'heure, en plus punit les Français d'être dans un pays où l'État ne fait pas son travail, ce qui est logique d'ailleurs. C'est totalement cohérent. Donc voilà, eh bien, je crois qu'on en a bien parlé. Et on peut passer au vote maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Et je crois qu'on a fait tous les dossiers. Et donc la séance est levée.